Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais analyser une scène du film Deux Sœurs, un film d'horreur coréen sur fond de drame familial réalisé par Kim Ji-won. L'histoire de ce film est basée sur un conte traditionnel intitulé Rose et Lotus Rouge, ce qui est d'ailleurs le véritable titre coréen de Deux Sœurs et qui a été adapté de nombreuses fois en Corée. Je ne vais pas rentrer dans les détails du conte, donc si vous voulez des informations dessus, sachez que la page Wikipédia du film Deux Sœurs le résume. Gardez juste en tête que les prénoms des deux sœurs en question sont en réalité Rose et Lotus Rouge dans le conte original. Mais de quoi parle le film Deux Sœurs ? Sumi et Soyeon, deux jeunes sœurs, reviennent dans leur maison natale accompagnées de leur père. Ils sont accueillis par Eunjo, la nouvelle compagne de leur père depuis le décès de leur mère. Très rapidement, Eunjo s'en prend à Soyeon, la maltraitant au possible malgré la protection de Sumi. Le père, quant à lui, ne semble rien voir de ce qui se passe dans sa propre maison. L'atmosphère devient très tendue entre tous ces personnages, et ce d'autant plus que des événements inexplicables et terrifiants se produisent. Le premier visionnage de Deux Sœurs n'est pas évident, vu que le spectateur n'a pas encore toutes les clés en main pour comprendre certaines scènes. Le montage et la narration décousue provoquent de la confusion chez le spectateur, voire de l'incompréhension. Et à mon sens, la scène pourtant centrale, qui cause le plus de confusion lors du premier visionnage, c'est la scène du dîner avec le frère de Eunjo. En effet, ce dernier et sa femme Mi-hee sont invités à dîner. Cette scène coupe un peu la narration principale, puisque les deux sœurs ne participent pas au dîner, a priori. Mais on peut dire que l'ambiance à table est terriblement malsaine. Eunjo est complètement hystérique, on ne sait pas pourquoi, les deux hommes sont très gênés et froids, on ne sait pas pourquoi, et Mi-hee fait carrément une crise d'épilepsie, on ne sait pas pourquoi. Bref, ce dîner est un gros bordel que je vais tâcher d'analyser. Le premier plan de notre scène montre un verre se remplir de vin avec un plat de viande en arrière-plan. Le verre de vin est flou, avec peut-être même un léger effet de distorsion. D'entrée de jeu, ce plan offre une piste de lecture au spectateur. Cet effet de flou ajouté au doux bruit de l'alcool qui coule évoque dans notre esprit l'ivresse, ou en tout cas ce sentiment d'ivresse et d'abondance que l'on ressent lors des gros repas de famille. Ajoutez à cela la musique classique en fond et l'élégance avec laquelle Eunjo sert ses invités, et on a le sentiment d'assister à un repas assez classieux. Première impression qui va être complètement balayée par ce qui va suivre. La caméra alterne entre des plans sur Eunjo et le père des deux sœurs, et des plans sur le frère d'Eunjo et sa femme. Tous ont le visage assez renfermé et froid, alors qu'Eunjo se montre très enjouée et désireuse de nouer un lien avec son frère, en racontant des histoires de leur enfance. Un premier effet de décalage est donc amorcé par le jeu des acteurs. Eunjo est la seule qui se comporte comme on devrait le faire à un repas familial, les autres brisant clairement l'ambiance festive. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a rien de bizarre dans le comportement d'Eunjo. À ce stade, et surtout si vous n'avez pas vu le film, je me dois de faire un aparté sur le personnage d'Eunjo. Dans ce film, elle représente l'archétype de la méchante belle-mère de contes de fées. Également appelée en langage littéraire, la marâtre. Elle est généralement montrée sous un jour très froid et portant des vêtements certes très classe et féminins, mais dans des tons sombres ou neutres. Ici, Eunjo apparaît étrangement souriante et portant des vêtements roses et rouges, qui tranchent avec ses habits habituels. Bon, en réalité j'exagère un peu, puisqu'on a déjà vu Eunjo dans cette attitude souriante lorsqu'elle accueille les deux sœurs à la maison. Son sourire éclatant mais clairement forcé apparaît alors comme une tentative désespérée de se comporter comme une bonne mère auprès des filles, et non pas comme un sourire sincère. Donc, lors de la scène du dîner, on peut voir ces sourires comme des sourires de simple convenance, et une tentative désespérée de se comporter comme une bonne sœur auprès de son frère cette fois. Quant au chemisier de soie rose, si Eunjo arbore rarement cette couleur, elle porte tout de même un peignoir de soie rose dans une scène où elle se bat violemment contre Sumi, plus tard dans le film. Pour moi, le rose représente chez Eunjo sa violence et son instabilité.
Instabilité qui sera particulièrement confirmée dans cette scène de dîner. Quand elle raconte des anecdotes, son débit de parole est rapide, sa voix aiguë, ses rires sont carrément des gloussements. Bref, elle se comporte comme une hystérique. On dirait presque que c'est une petite fille qui raconte ses anecdotes, et non pas une adulte distinguée. Et c'est d'autant plus décalé vu le dîner classieux qu'elle sert à ses invités. On pourrait bien penser qu'elle est pompette après s'être sifflé quelques verres de vin, mais... Tout le long de la scène, et ce depuis le premier plan, un verre de vin est quasiment toujours dans le champ de la caméra. On distingue le verre du père, celui du frère d'Eunjo, et celui de sa femme. Mais le cadrage empêche toujours de voir le verre d'Eunjo, placé hors champ. Ma théorie, c'est qu'Eunjo est la seule à ne pas avoir de verre de vin. Et si elle n'a pas de verre de vin, c'est parce que ce n'est vraiment pas recommandé pour elle d'en consommer. Clin d'œil, si vous connaissez la fin du film. Et au-delà de ça, on a déjà vu avant même cette scène qu'Eunjo prenait régulièrement des cachets. Bien évidemment, il ne faut jamais mélanger alcool et médicaments. Et vu son comportement lors du dîner, il y a fort à parier que ce sont des cachets soignant les troubles mentaux. Les 3 autres participants la laissent partir toute seule dans ses délires, et leur visage grave, voire gêné, contraste avec l'explosion hystérique de Eunjo. Son frère finit par lui répondre très froidement, augmentant le malaise de la scène. À partir de là, Eunjo change de comportement et redevient la marâtre qu'on connaît, froide, cruelle, violente aussi bien dans ses paroles que dans son regard. Non, Eunjo. Par contre, eux pensent tous que tu es folle apparemment. Alors qu'Eunjo fusille son frère du regard, le repas continue de s'enfoncer dans l'étrange quand Mihei commence à tousser et à s'étouffer sans raison apparente. En effet, elle n'était pas en train de manger ou de boire. Pourtant, on dirait que quelque chose lui comprime la gorge. En se levant pour aider Mihei, le père renverse son verre de vin, révélant que les convives utilisaient des nappes en papier avec un lotus blanc. Un lotus, hein? Bon, ce n'est pas un lotus rouge, mais je rappelle le nom du conte original. 장화 홍련. Ça aurait pu être un simple clin d'œil, mais la vérité c'est que les motifs floraux sont présents tout le long du film, y compris sur le papier peint de notre scène. En effet, la salle à manger est recouverte d'un papier peint vert à motifs floraux, rappelant le titre de Rose et Lotus Rouge. Et je surinterprète peut-être un peu, mais je me demande si même la couleur verte n'a pas un sens dans le film de Sœur. Le vert n'est présent qu'à un certain moment clé du film, et à chaque fois il s'agit de situations surnaturelles, voire mortelles. Pour moi, le vert est potentiellement annonciateur de danger dans le film. Et ici, Mihei est en danger de mort puisqu'elle s'étouffe et elle convulse, pouvant ainsi se blesser gravement. Oui, parce que les convulsions de Mihei ne sont pas réellement dues à une crise d'épilepsie. Vers la fin de la scène, Mihei reste figée dans une expression d'horreur et le montage nous fait comprendre qu'elle voit quelque chose au niveau des placards de la cuisine. Quelque chose que ni les autres personnages ni le spectateur lui-même ne peuvent voir. Ce n'est qu'un peu plus tard que Mihei révèle à son mari ce qu'elle a vu. On réalise donc que cette crise, qu'elle faisait de façon inexpliquée dans notre scène, était peut-être un cas de possession par une entité spirituelle. Ce qui est d'ailleurs confirmé par le fait qu'Eunjo subisse également des événements surnaturels exactement au même endroit, mais un peu plus tard dans le film. Les convulsions de Mihei au sol ne sont pas sans rappeler à Eunjo un événement traumatique de son passé. Je sais que certaines personnes regardent mes vidéos sans avoir vu le film en question, donc je vais éviter de spoiler. Mais pour ceux qui ont vu le film, il est évident que ce plan fait écho à ce plan. D'où les cris d'horreur d'Eunjo qui la font passer à nouveau pour une hystérique. Et enfin, le montage coupe et enchaîne avec un zoom rapide sur le visage de Sumi qui se réveille en sursaut alors que le cri d'Eunjo semble résonner à ses oreilles. Cette technique permet au réalisateur de dérouter encore plus le spectateur, qui se demande à ce stade du film si cette scène n'était pas tout simplement un rêve de Sumi. Le film Perfect Blue, par exemple, utilise ce type de montage à outrance, au point que le public n'arrive plus à distinguer le rêve de la réalité.
Mais dans le cas de Deux sœurs, je pense que ce dîner s'est réellement déroulé, puisque quelques scènes plus tard, Mihei et son mari reparlent de ce qui s'est passé dans la cuisine. Rien qu'avec cette scène, on ressent que rien n'est laissé au hasard dans le film. Tous les détails ont un sens, la mise en scène est efficace car pensée pour renforcer le malaise. Et malgré l'étrangeté de cette scène, le travail de l'image et du montage donne de la cohérence à ce qui se passe. Et tout le film est construit comme ça, avec un attachement aux détails et à la beauté des plans que je trouve magistral. Le film entier mériterait une analyse plan par plan. Pour moi, Deux sœurs est d'abord, un des films où je me suis le plus chié dessus, parce que il y a quand même des scènes d'horreur assez intenses. Mais c'est surtout un des films où je me suis le plus émerveillée devant la beauté des plans et de l'histoire. Une beauté triste, fragile, mélancolique, comme une fleur qui se fanerait lentement.